interdit de parler, c'est ça. Bernard, La paranoïa, bien sûr. il avait prévu tout ça. Non, juste, je voudrais pas vous agresser, Oui, mais non, quand non, même, c'est justifié. dire que Jean-Louis Froment était un amateur d'art modeste, c'est quand même extraordinaire. Comme justification, moi j'ai connu ces années-là, c'était un des lieux les plus excluants de la création de l'époque. Ce que je veux dire, c'est pourquoi Non, vous mais dites c'est pas... ça. Non, Enfin, attendez, non, je vais laissez-moi répondre finir. après, d'accord. Pourquoi vous dites pas, oui, ben j'ai loupé des trucs, au lieu de vous justifier à raccrocher les wagons sans aucune raison d'être. Non, non. Non, c'est à moi, c'est à moi. Non, mais pourquoi j'aurais loupé les wagons? Non, j'étais... D'abord... Je vous ai connu il y a 30 ans, vous ne parliez pas d'art modeste. Vous non plus. Non, vous non plus, et Hervé non plus d'ailleurs. J'en parlais déjà, mais j'étais inconnu. Mais tout l'art dont on parle là, il s'agit d'artistes qui vivaient à l'époque et qui étaient totalement ignorés. Donc il faut quand même recontextualiser tout ce qu'on a vécu. Non, mais j'ai... Alors... Il y a quelque chose, je ne veux pas vous agresser, mais non. il y a quelque chose quand même, je serais lâche de ne pas dire ce que je pense. Non, d'accord. Mais alors, et moi je vais répondre. En fait, ce que j'ai cherché à faire tout à l'heure, c'était simplement expliquer comment, je crois que j'ai pris la précaution de le dire au début, j'ai essayé d'expliquer comment, sur un parcours d'une quarantaine d'années, en effet, mes yeux, ou les yeux d'autres personnes autour de moi avec qui j'ai pu travailler, s'étaient ouverts progressivement. Et ce que j'ai donné comme exemple, c'était quelques repères comme ça, qui rétrospectivement me font comprendre que, ah bah oui, ça me préparerait pour réaliser aujourd'hui ce numéro avec Hervé Di Rosa. En fait, j'ai pas à me justifier plus. Pourquoi j'aurais à me justifier plus? Non, j'essaye de comprendre comment moi j'ai pu évoluer, moi et puis l'ensemble du milieu de l'art auquel j'appartiens en fait. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée que le CAPC était un lieu d'exclusion. Je crois que j'ai cité... Alors bon, voilà, il y a un témoignage d'un artiste. Je pense que le CAPC était un lieu assez ouvert et on lui reprochait à l'époque, on lui reprochait de se mêler à des choses qui relevaient plutôt de la culture populaire. On lui a reproché son exposition sur Johnny Hallyday, on lui a reproché de s'intéresser à la mode et à des choses comme ça. Donc en fait, non, je ne suis pas d'accord sur le jugement du CAPC. Mais à côté de ça, c'est vrai, il faisait aussi des expositions de peinture américaine, d'art conceptuel, d'art povera et tout ça. Alors, oui, j'ai entendu. C'était quoi ça a répondu, Antoine, à votre question, ta question, à votre non, question. il n'a pas l'air d'être d'accord. Tu as écouté ou... Le micro. Oui, c'était élitiste. Polémiquer, en fait. Ah ben on est là pour parler. C'est Simplement, ce que j'ai dit, c'est qu'au lieu de dire, voilà pourquoi je parle aujourd'hui d'art modeste, on peut dire, comme nous tous, on est des humains, on n'est rien. Finalement, on peut dire, j'ai loupé quelque chose. C'est ça que j'aurais aimé entendre, c'est tout. Et je ne l'ai pas entendu. Non, il n'y avait aucune... Non, il n'y a aucune raison que je... Non, il n'y a aucune raison que je le dise, parce que, en fait, pourquoi, en tant que critique d'art contemporain, moi, je suis à l'écoute des artistes. Lorsque le MIAM a été créé, Artpress a immédiatement publié un entretien avec les responsables de la première exposition dans mon souvenir. Donc on a été attentif à la démarche d'un artiste qui était Hervé Di Rosa, avec des amis qui construisaient ce musée, enfin qui mettaient en place ce musée. Mais non, je sais pas, pourquoi il faudrait s'auto-flageller en disant « Oh là là, je me suis trompé, j'ai pas vu ça, etc. » Non, l'époque... C'est une démarche évolutive. Oui, bien sûr, on a fait un numéro sur l'art brut, je crois, dans les années 70. Donc en fait, non, on a été assez attentifs, mais de toute façon, personne n'est, universel, personne n'avait cette connaissance universelle de l'art. C'est parce que justement, il y a eu un certain nombre d'événements, un certain nombre de prises de conscience par certains, un directeur de musée, un artiste, etc.,
que petit à petit, progressivement, nous sommes aujourd'hui assez nombreux à avoir conscience de ce que sont les arts modestes. Mais il n'y a pas à avoir honte de ne pas l'avoir inventé avant Hervé Di Rosa. On a inventé d'autres choses. Catherine, ce que je pense... Et puis si vous l'aviez inventé avant. Ce qui se dit là, je pense, c'est que c'est ce qu'on voit aussi sur Internet, et j'essaie de mettre en place des idées là, avant les présidentielles pour résumer un petit peu les enjeux. Mais... Non, là c'est trop. Non, c'est parce que je crois qu'il y a énormément de frustration qui s'est accumulée pendant des décennies autour de ce que moi j'appellerais simplement les arts irréguliers. Et sauf qu'aujourd'hui, d'un seul coup, alors qu'on ne les avait pas vus, c'est presque un peu comme les petits blancs de Trump là. D'un seul coup, il y a un territoire énorme qui apparaît constitué, qui n'a jamais désarmé, qui était là. Simplement, il opère à droite cité, il a des galons. Et vraiment, il y a des frustrations énormes. J'entends qu'il critique Christian Berst, parce que, ah oui, alors vous avez craché sur la brute pendant des années, mais non, c'est bien dans le marché. C'est juste ça, c'est un petit peu comme les gens qui ont critiqué Simon Lès au moment du maoïsme. Il s'est avéré que Lès, après coup, avait raison. Voilà, que les maoïstes n'avaient pas forcément tort. C'est juste ça, c'est pas vraiment un règlement de compte et des séances d'autocritique, mais il y a eu quelque chose de très fort accumulé. Hervé me disait il y a encore quelques semaines que, juste à 7, il n'a pas vraiment beaucoup de relations avec le Centre régional d'art contemporain. Ça continue de mépris. Ça continue, c'est pas toi. Hein, il y a une doxa qui continue d'exister comme ça. Et moi, ce concept des arts irréguliers me plaît beaucoup parce qu'il englobe aussi bien Hervé que l'art brut, que les pratiques amateurs ou ces gens là qui font des arts un peu psychiatriques. C'est juste, à mon avis, c'est un espèce de retour d'un refoulement. Mais d'une certaine façon, je trouve que c'est bien d'avoir encore des gens à convaincre. Imagine qu'on vive dans un monde où tout le monde est d'accord sur tout. Heureusement qu'il y a des gens qui campent encore sur des positions qu'on considère, nous, maintenant, comme sectaires. Ça nous donne l'occasion d'affûter nos arguments pour mieux faire passer les idées qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait un monde où il n'y aurait pas de contradiction? Tant mieux si ils se bagarrent avec le centre d'art qui est à côté. C'est qu'il n'y avait pas de contradiction parce qu'il n'y avait pas de dialogue possible. C'est ça que je veux dire. La contradiction, c'est ce qui se passe là. Oui, c'est toi. Oui. C'est le rôle. Oui. On a le droit de le dire juste pour finir. Moi, je veux juste dire que je ne connaissais pas l'art modeste. Les arts modestes, c'est important. Mettez le micro J'ai sur découvert ça à l'exposition, je trouvais ça merveilleux. Et je trouve que ce soir, c'est très bien, toutes vos discussions, c'est formidable. Et moi, personnellement, j'ai passé un moment extraordinaire. Monsieur Bernard Belluc a parlé, disons que c'était l'histoire des mots. On a l'impression que ces objets, c'est comme un roman extraordinaire. Et voilà. Et moi, je suis très contente. Peu importe que ce soit. Pour Bernardo. Comme ça, très important comme ça. Voilà, le moment était vraiment. On comprend. Mais ça continue. Mais ça continue, Ça c'est continue. pas fini. Ouais, bravo. Passez le micro là. C'est la fête à Et Bernardo. après, tu me le redonnes le C'est micro. la fête de Bernardo. Et puis il faut aimer les objets. C'est Ouais. ce que j'ai oublié de dire. Oui, Dorothée. Il faut aimer les objets. Voilà. Il n'y a pas de petit, de grand objet, c'est ça. Mais j'ai oublié de le dire, ça, mais c'est important. Non, pas. Ben, rajoute un mot, alors vas-y, on reste là. Oui, je vais rester là. En fait, je trouvais très bien que, madame, vous finissiez la soirée. Non, elle ne finit pas la soirée. Ouais. Le moment. Bon, je me présente, je m'appelle Dorothée Sels et j'aimerais juste vous dire que, c'est juste pour vous donner une information, je ne peux pas vous parler de moi parce que c'est trop long. Depuis extrêmement longtemps, je suis extrêmement intéressée par tout ce dont on parle ici. Et en 1979, au Musée des Arts Décoratifs, j'étais commissaire d'une exposition qui s'intitulait Sucre d'art. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Et l'idée était tout à fait dans les idées dont on parle ici et que l'on défend, et justement qui, je pense, peuvent toucher énormément le public, c'est-à-dire se poser des questions à travers des œuvres improbables, c'est-à-dire des œuvres apparemment sans importance. Et dans Sucre d'art, le propos était à propos d'un matériau apparemment stupide, qui est le sucre, le sucré. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Et j'avais montré des collections de bonbons, j'avais montré des chefs-d'œuvre de pâtissiers. J'ai passé 2 mois au Mexique pour montrer l'art populaire mexicain qui est créé au moment de la fête des morts.
des choses qui sont faites à Bali, également en offrande et en matériaux sucrés. Et donc, j'ai une extrêmement grande admiration pour comment dire, montrer au public ce mélange de créations, parce que pour moi, tout cela sont des créations. Voilà, c'est là où je vous rejoins, c'est là où je suis extrêmement touchée par ce que dit Bernard Beluc. C'est là parce que je suis assez émue en vous parlant, parce que la parole, c'est pas du tout mon truc. Mais, comment dire, depuis très longtemps, je pense qu'on peut montrer des formes de création extrêmement variées, contradictoires, comme vous venez de le dire tout à l'heure, qui peuvent peut-être créer des conflits intérieurs, mais ça, chacun s'arrange avec son goût et son mauvais goût, ses envies et ses non-envies, ses pulsions, etc. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette exposition au Musée des Arts Décoratifs, elle est grâce à un homme extraordinaire qui en était le conservateur en chef à l'époque, qui est François Matet. Et je voudrais lui rendre hommage ce soir, et tout à l'heure en discutant avant de cette soirée avec Antoine de Galbert, on a parlé de lui, de François Matet, ou d'autres personnes comme lui. Et je voudrais ajouter que je pense que Antoine de Galbert en est un, des gens qui sont des passeurs. C'est-à-dire que quand on a une idée en l'air, comme justement toi, Di Rosa, et vous avez une idée en l'air, une soirée extraordinaire, et 10 ans plus tard, ça prend des formes extraordinaires aussi, qui sont extraordinairement poétiques, et qui ont des irradiations extraordinaires et qui touchent énormément le public, le grand public, parce que précisément on parle de choses qui vont dans tous les sens, mais dans un bon sens. C'est un espèce de vrac extraordinaire où on parle de choses humaines, on parle de choses culturelles, on parle d'offrandes, on parle de vie, on parle de mort, on parle de tout, et à travers des matériaux modestes. Et cet art du sucré, c'était un matériau modeste, c'était un matériau stupide, mais qui en définitive avait permis au public de s'identifier à je ne sais pas quoi. Donc François Matet avait été un passeur. C'est ça que je voulais dire. Il y aurait beaucoup à dire, mais je crois que j'en ai dit assez. Merci. C'est pour ça que je vous réponds au moins. Et puis après, il y a quelqu'un qui va nous faire une visite de l'exposition. Vous êtes invité à une visite un peu particulière. C'est une copine du Sud, mais pas du même Sud que moi, qui s'appelle Juliette Capla. Donc là, vous faire raconter. Avant, je voulais dire quand même, je voulais remercier Catherine. Et moi, par contre, Antoine, oui, Antoine. Par contre, moi, qui est, en tant qu'artiste, qui est quand même à un moment donné, j'ai un peu souffert de certains ostracismes. Mais de beaucoup, surtout de l'institution, à Paris en particulier. Du ministère de la Culture, je peux me plaindre, parce que quand même, le MIAM a été créé en partie par le ministère de la Culture. Donc je ne peux pas non plus, même si ça a été des miettes, on ne peut pas non plus le truc. Mais par contre, Art Press a toujours rendu compte. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Delphine Renard, qui avait fait les premiers articles sur moi au début des années, au début des années 80. C'est vrai qu'il y a eu ces 8 pages quand le MIAM a ouvert, etc. C'est quand même, Art Press a été un des moins. Et il y avait aussi de temps en temps des articles sur Rustin, sur des choses que plein de gens trouvaient ringardes il y a 20 ans, et qui quand même avaient leur place dans Art Press. Il n'y avait pas que Karl André, Sol Lewitt et Lavier. Franchement, je préfère pas citer d'autres revues ou d'autres trucs, et puis que je sois arrivé à la convaincre. Ça, je m'en félicite un petit peu. Oh, c'était pas difficile, hein. Ça n'a pas été difficile. Alors c'était pas difficile, elle était déjà dans le coup. Non, c'est Françoise qui m'a convaincu. C'est Françoise qu'elle préfère que moi. En tout cas, voilà, je le savais, ça, j'en étais sûr. En tout cas, je veux te dire que c'est quand même super, et ça, c'est par rapport à elle, et aussi par rapport à toi, mais c'était pas du tout la même chose. C'est avec le MIAM, au bout de 16, mais plus, parce que 16 ans, c'est l'ouverture. On a travaillé 2 ans dans la mission de préfiguration avant, donc au bout de presque 20 ans, d'arriver à ce que des gens, des historiens, des critiques, des créatrices de revues et une écrivaine comme Catherine s'intéressent à ça, arrive à en avoir sa lecture personnelle. Ça m'a fait le même effet que quand j'ai rencontré Bernard Beluc, et qui d'un coup lui aussi a eu sa lecture personnelle de cette expression modeste. Et je pense que je ne désespère de rien, peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui feront des chemins plus... Je peux te dire en tout cas, Antoine, c'est assez rare, même si toi tu penses que Catherine a fait un chemin, elle a expliqué pourquoi et comment, mais c'est encore plus terrible ceux qui restent sur leur position, je trouve. Il y en a encore des gens qui restent sur leur position, qui refusent l'art brut, qui refusent les arts modestes, qui refusent plein de choses. Et ça, on est là, toi et moi, nous, pour les convaincre du contraire, non?
me semble-t-il. Bon, allez, maintenant, on va s'amuser un petit peu. Je vais reprendre le truc. Tu as plus rien à ajouter, Catherine? Non, c'est bon. Bon, eh bien, merci.